Ce qui nous réunit ici, c'est ce travail, je dirais ce travail d'ailleurs assez ingrat que nous faisons, qui est celui de l'écriture. Donc, dans cette conversation, il va s'agir d'imaginaire et surtout, d'imaginer finalement ce que peut être un monde désirable. Qu'est-ce qu'on peut désirer aujourd'hui? Marielle Massé est chercheuse et écrivaine, professeure de littérature à l'EHESS. Ses livres explorent des formes de la vie actuelle, les colères et les espoirs qui les animent. Parmi ses publications, Façon de lire, Manière d'être, Style critique de nos formes de vie, 2016, Sidéré, considéré, Migrants en France, Verdier 2017, Nos cabanes, Verdier 2019, Une pluie d'oiseaux, José Corti 2022, et Respire, Verdier 2023. Je vais maintenant présenter Emily Boom. Elle est romancière, elle est poétesse, elle est essayiste, née au Cameroun. Sa bibliographie, elle est celle-ci. Le rêve du pêcheur, c'est le dernier publié, donc c'est un roman dont je parlais tout à l'heure. Les jours viennent et passent, les maquisards, Cid aimé, le clan des femmes. Donc, si j'ai bien compris, je pense que Emily est plutôt romancière et poétesse, tandis que Marielle, comme elle me l'a fait savoir, elle écrit plutôt, disons, des textes non fictionnels. Ce que nous allons faire, on va d'abord lui passer la parole. Elle va pouvoir nous dire, en fait, ce qu'est pour elle un monde désirable. Dans, disons, ce qu'on appelle aujourd'hui tout ce qu'il y a comme chaos autour de nous, qu'est-ce qui permet justement aux uns et aux autres de pouvoir vivre ensemble, de pouvoir inventer justement de nouvelles voies pour être capable de vivre dans ce monde qui parfois est invivable. Donc, dans un premier temps, je vais passer la parole pour quelques minutes à Marielle Massé. Merci infiniment et je veux dire moi aussi à mon tour toute ma reconnaissance aux organisatrices, aux organisateurs, à toutes celles et ceux qui ont travaillé à ces rencontres. Et puis, je voudrais vous remercier d'avoir accepté le principe de cette intervention à distance qui, comment dire, conteste l'essentiel de nos joies et de notre désir justement de penser ensemble et de se retrouver les uns auprès des autres. Mais voilà, je suis un petit peu loin aujourd'hui et je suis ravie quand même de pouvoir prendre la parole auprès de vous. Alors, je vais commencer dans une petite dizaine de minutes, comme ça l'avait été suggéré, si ça n'est pas trop long, par vous dire justement comment, moi, dans mon effort d'écriture, j'essaye, tout en tenant sous les yeux une réalité, en effet, bien souvent invivable, et pourtant vécue. Donc comment, en tenant sous les yeux ce réel et ce réel difficile, douloureux et ce monde abîmé, j'essaye de soulever des espérances et du courage, sans pourtant jamais tourner le dos à cette réalité. Alors, je peux peut-être essayer de parler rapidement de ces petits livres de poésie documentaire ou d'essayisme que j'essaye de faire advenir. Dans ces petits livres, comme beaucoup de mes camarades, en fait, je pars à chaque fois d'un lieu précis, d'une zone où s'éprouve une situation contemporaine de crise ou de toxicité, un espace où des vies sont disqualifiées,
tenus pour peu, étouffés, et toujours les mêmes en général. Et je m'efforce de commencer par déplier les enjeux de la situation. Mais l'enjeu, c'est toujours de faire surgir à partir du réel quelque chose qui déjà le libère ou le ressoulève, un soin, un courage, une attention, une lutte, l'élan pour vivre autrement. Donc il s'agit dans cette écriture de poésie documentaire d'ouvrir des brèches, d'identifier des forces de métamorphose. Et ça, pour mon registre en tout cas, c'est le rôle de l'écriture. Accompagner des raisons d'agir, les faire gonfler comme une voile derrière laquelle on pourrait se mettre en route. Cela relève fondamentalement sans doute du genre littéraire un peu bâtard, un peu inégal de l'essai. Alors il y a beaucoup de façons de parler du genre de l'essai, en bien ou en mal. Pour moi, c'est surtout le lieu d'un effort pour qualifier la réalité, pour dire comment c'est la vie, nos vies, ici, là-bas, tout près, fort loin, aujourd'hui, dans le passé, pour dire comment c'est, donc, mais aussi pour dire comment ça pourrait être, et donc pour faire germer des possibles, pour observer les lieux où les gestes, les courages bien souvent, où cette réalité est déjà un petit peu différente d'elle-même, où elle vibre de promesses, par exemple en ces temps en grande partie irrespirables, pour déceler des zones de respiration, de partage, de lutte, pour les faire connaître et pour les accompagner en quelque sorte. Alors ça suppose, et c'est quelque chose que je partage avec nos camarades philosophes, ça suppose de considérer qu'un état de réalité n'est jamais seulement un état de réalité, comme si on avait un tableau placé devant les yeux, c'est toujours une idée de vie qui veut naître et qui pourrait être énoncée plus haut, plus fort, qui pourrait être poussée jusqu'à demain. Une ville, une rivière, une image, un animal, une citation. Pour une essayiste, ce sont autant d'idées que la vie a su formuler et que quand on est écrivain, on s'efforce de prolonger et de libérer. Chaque chose du monde sur laquelle on a envie de poser le regard assez patiemment apparaît comme, non pas comme une chose, mais comme une piste à suivre. Une piste à suivre pour en faire peut-être de nouvelles chances d'existence et pour se dire, oui, la vie pourrait être comme ça, et encore comme ça. Et je crois qu'il faut vouloir que le réel soit gros de possibilités et qu'il faut même l'aider à être gros de possibilités, et c'est peut-être ça la dimension politique de l'écriture de l'essai. Alors c'est pas de la fiction, et je le disais en effet avec un peu de gêne, parce que moi le fait de ne pas écrire de roman m'apparaît un peu comme un handicap. J'aimerais avoir la générosité de l'imagination romanesque, malheureusement je l'ai pas. Ce n'est pas de la fiction, mais c'est, je crois, malgré tout, une vraie mise en mouvement de l'imagination. Et je pourrais essayer de le dire d'une autre façon. Dans un essai, on s'efforce d'imaginer ce qui est déjà là. On s'efforce d'éclore la réalité pour identifier les endroits où elle s'émancipe déjà, où elle se transforme déjà. C'est à la fois une attitude de poète et de militant. Alors moi, dans mon cas, c'est ce que j'ai cherché en travaillant sur la ZAD, par exemple, en m'intéressant à l'émergence d'un nouveau monument naturel dans des villes comme Bruxelles ou Rome, où je suis donc aujourd'hui, suite à des forages abusifs de gros promoteurs dans ces deux villes, hein, et d'une façon qui est étonnamment répétée. Un lac est apparu, la nappe phréatique a été percée, un lac est apparu dans des quartiers qui jusqu'à présent ne présentaient aucune zone humide, aucun lieu pour le développement d'une végétation, de vie nouvelle. Et les habitants du quartier essayent de défendre ces sortes de nouveaux monuments naturels en luttant contre le fait qu'ils soient disqualifiés ou qu'ils soient appelés des accidents. Alors déjà, d'autres vies s'y essayent.
Il y a par exemple des batailles sur Google Maps pour identifier ou pas ces zones. Et c'est tout un travail à la fois de l'imagination, de la confiance dans le futur, de l'observation de germes de vie qui sont déjà en train de pousser, et tout un travail de lutte contre la disqualification de ces lieux, et tout un travail de mise en commun de bonheur collectif à avoir dans un quartier, souvent des quartiers périphériques. Tout à coup, un lac, quelque chose qui est apparu. C'est ce genre de démarche qui consiste à imaginer ce qui est déjà là. Alors pour moi, l'écriture de l'essai, c'est une façon de prolonger ces lignes de vie qui sont en quelque sorte déjà énoncées par le réel. C'est les poursuivre, les pousser, les relier. Et ma catégorie littéraire à cet égard, c'est la phrase. C'est ce que j'aime et je cherche dans la lecture, sentir tout ce dont une phrase est capable, la mettre à l'épreuve dans de nouvelles circonstances, et c'est ce que je tente à mon tour dans l'écriture. Et je me dis même que écrire de cette manière-là, c'est voir des phrases à même la vie, faire lever des phrases dans les paysages, les attraper, les laisser rêver, leur permettre d'aller loin. Et c'est comme si le monde sensible, le monde concret, grouillait de propositions, de propositions au sens à la fois logique et grammatical du mot, comme si le monde énonçait ses idées et nous disait on pourrait faire comme ça, et c'est à nous de l'écouter, et de propositions au sens érotique aussi. Le réel nous fait des propositions. Et donc voilà, c'est comme si le monde grouillait de propositions et que le rôle de l'écrivain ici était à la fois de les recueillir et de les relancer, de moissonner ces sortes de palpitations de possibles, de les délivrer. Alors par exemple, tout le désir d'écriture ou toute la dynamique d'écriture de ce petit livre sur la respiration, je la dois à une phrase, en vérité à 2 mots, d'un poète contemporain, Zénon Bianu. Il a posé 2 vers au cœur d'un poème. Ces 2 vers, ce sont 2 mots, inspire, espère. Inspire, espère. Pour moi, ça a suffi à lancer tout le désir d'enquêter sur une écologie du souffle et sur une politique des solidarités. Ça a suffi à prendre la mesure d'un immense besoin d'air et à affirmer qu'on ne pourra jamais respirer seul. Ça a suffi à me faire éprouver le besoin d'enquêter sur les inégalités sociales et les inégalités raciales profondes devant les toxicités des environnements, et à affirmer le caractère toujours collectif et solidaire de la respiration. Comment le I Can't Breathe de George Floyd a pu, comme en relais, en colère et en espérance, être repris par tout le mouvement Black Lives Matter. Alors je finirai juste en disant que tout ça, ça m'a encouragée à me faire une conception très matérielle de la parole comme quelque chose qui participe de l'état de santé de nos milieux, de la qualité des milieux de vie, exactement comme l'air qu'on respire, les actes que l'on accomplit, les déchets et les choses que l'on produit. Je crois que les phrases qu'on fait circuler entre nous façonnent très matériellement nos atmosphères, que notre parole coule dans le monde et qu'elle est capable de l'irriguer ou de l'abîmer encore un peu plus. Ça m'a donné envie de réfléchir au rapport entre la parole et la pollution. Et dans ce petit livre, et c'est grâce à votre invitation que j'ai réfléchi à ça, dans ce petit livre qui parle avec insistance de l'irrespirable, je me suis pourtant efforcée d'écrire respiramment, si je peux le dire comme ça. C'est-à-dire de ne pas nous étouffer ou vous étouffer, de ne pas nous décourager ou vous décourager encore un peu plus en parlant de l'irrespirable ou de l'invivable. J'ai appris d'Elsa Dorlin qu'il ne faudrait jamais avoir à s'abîmer encore plus quand on se défend. Mais donc tout l'enjeu, c'était de s'adresser vers les lecteurs, de s'adresser en elles et en eux à leur corps vivant, et donc de mettre de l'air dans la prose, de mettre du bonheur et de l'espérance dans la parole,
parce qu'il ne s'agit pas d'asséner des vérités, mais de soulever du souffle par les phrases, d'essayer de fabriquer dans l'écriture une sorte de zone de santé et de fraternité, pour que le fait, et c'est évident pour chacun d'entre nous, je crois, et je touche mes poumons, pour que le fait d'avoir à réclamer de l'air, pour que le fait d'avoir à réclamer de l'air ne nous asphyxie pas encore un peu plus, mais nous donne de la vie, du courage et du monde. J'aimerais beaucoup parvenir à ça, libérer un peu la respiration de celle ou de celui qui lit, tout en ne faiblissant jamais sur le diagnostic d'un monde qui va mal et qui s'appuie sur nos fragilités. Et une image m'est d'ailleurs souvent venue, et c'est sur elle que je conclue le livre, mais je suis contente de la partager avec vous parce que tout ce que j'ai entendu là, la tonalité, le régime même de parole qu'on a entendu là, et que chez des camarades comme Felwine Sarr qu'on va entendre cet après-midi, ou Claire Marin, j'ai l'impression d'avoir affaire à ce régime de parole. Mon espoir, c'est de débusquer la douceur, de débusquer la fraternité, l'humanité, la bonté même, qui se tapit comme une bête sauvage au fond de la parole. Au fond de notre parole, il y aurait une bête qui se cache parce qu'elle risque gros. Cette bête, c'est la douceur, c'est la fraternité. Et il s'agit de faire venir la douceur qui est cachée dans la langue, de la faire venir à l'air libre, d'écouter son souffle apeuré mais bien vivant. Et dans mon cas, en fait, je pense qu'in fine, je ne parle et je n'écris que pour ça, que pour essayer de faire sortir cette humanité de langue à l'air libre et de l'agiter, de l'animer parmi nous. Voilà. Grand merci Marielle Massé. Je crois qu'on passerait des heures et des heures à vous écouter parce que, ben oui, parce que comme vous dites si bien, vous écrivez respiramment, vous voulez donc ajouter de l'air, de l'eau, de la vie à tout ce qui est en mal justement de respiration. J'avoue que quand j'ai lu votre essai justement Respirer, je me suis, comme on dit, sentie tout à fait en état de poésie, parce que, comme vous l'avez si bien dit, vous liez admirablement poésie et essai. Vos phrases, justement, c'est cela même la respiration, c'est cela même la vie, et la vie qui montre justement que tout doit être relié. Tout est, chez vous, tout est relié. Et ce qui est aussi vraiment très intéressant, c'est que vous partez de lieux qui sont peut-être, on serait tenté de dire, des lieux mine de rien. Des lieux mine de rien, et vous y insufflez justement de l'air, parce que ces lieux-là étouffent. Merci. Donc je vais maintenant passer la parole à Emily pour qu'elle nous dise comment justement elle voit ce monde désirable au moment où justement tout semble aller à volo. Quel est pour toi le monde désirable? Et comment l'imagines-tu? Comment l'écris-tu? Et je sais qu'on en a parlé ce matin et hier. J'ai bien vu que finalement ton dernier roman est tout à fait sur disons, la thématique de cette conversation. Alors, comment imagines-tu merci, le monde désirable? Merci Tanela, merci à tous.
Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Je viens des sciences sociales et je m'en nourris abondamment. Et je suis toujours très heureuse de voir à quel point nos pensées convergent. Quand j'écoute Marielle ou Bachir ou Mathieu, il y a toujours quelque chose qui nous ramène tous ensemble. Il n'empêche que quand Achille m'a proposé d'intervenir aujourd'hui, j'ai eu un petit temps de recul. Je n'étais pas certaine d'avoir le profil qui sied. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une réflexion un petit peu intime et personnelle sur le rêve, les imaginaires, l'exclusion et la façon dont nous envisageons l'avenir. Alors, démocratie substansive. À coller ces deux termes, je me suis dit, quelle belle trouvaille. Et pourtant, l'espèce de tautologie qu'il véhicule a suscité à moi un instant de flottement. Combien de mots allons-nous devoir compléter, ajouter, retrancher, inventer, pour espérer traduire au plus près la texture de nos rêves? Combien de temps nous faudra-t-il écoper de nos paroles, nos écrits, le grand paquebotaire des hommes qui prend l'eau de toutes parts? Existe-t-il même assez de vocabulaire dans nos langues additionnées pour traduire encore et encore ce que nous voudrions partager? Dans l'hypothèse utopique où nous serions assez doués, engagés et courageux pour parler à chacun dans sa langue, trouverons-nous l'écoute indispensable? Qu'est-ce qui relève de l'indicible, de l'intraduisible ou simplement de l'inaudible? Et comment faire la différence? L'une des légendes qui circulent sur Martin Luther King Jr. veut qu'il ait été un orateur plutôt médiocre avant son discours du 28 août 1963 devant le Lincoln Memorial à Washington, D.C. Avant cette date, son propos était soupesé, argumenté, riche sur le plan didactique et pastoral, mais pas de quoi non plus soulever les foules. Le matin de cette fameuse prise de parole, alors qu'il se rendait sur le lieu du rendez-vous avec son amie Mahalia Jackson, la cultissime chanteuse de gospel, il lui lut son discours. Et devant son peu d'enthousiasme, il lui expliqua qu'il avait fait un rêve dans lequel il racontait aux personnes venues l'écouter son rêve d'un monde meilleur, et que ces paroles-là n'avaient rien à voir avec celles convenues qu'il venait de lui montrer. Ce jour-là, tandis qu'il disait le discours préparé, Mahalia, qui observait la foule acquiescer mollement et s'endormir à moitié, se leva d'un bond et hurla « Martine, tell them about the dream !» Ainsi hûmes-nous droit à la plus merveilleuse, incandescente et habitée des paroles, celle d'un homme qui racontait le rêve qu'il avait fait que ses semblables entendent son rêve. Le rêve résonna dans les consciences somnolentes, abreuva les cœurs desséchés et s'amplifia à l'infini, au-delà du temps et de l'espace. Le reste appartient à l'histoire. Mes enfants, qui sont de jeunes gens entre adolescence et âge adulte, ont une expression que j'aime beaucoup, vendre du rêve. Il exprime pour dire des choses contradictoires. Tu nous vends du rêve, pour signifier que j'enjolive et modifie les faits dans l'intention de les manipuler et d'obtenir une adhésion biaisée. Ou vends-nous du rêve, pour dire tu n'es pas assez convaincante, mets des paillettes dans nos vies, comme dirait l'autre. Cela signifie qu'ils ne sont dupes ni dans un sens ni dans l'autre. La dernière crise terrible que j'ai eue avec mon aîné date de la marche contre le racisme organisée par Assia Traoré le 2 juin 2020. Nous sortions du premier confinement lié au Covid. George Floyd venait d'être assassiné sur la voie publique par un policier nommé Derek Chauvin, avec les conséquences que l'on sait. Un journal m'a demandé d'écrire un papier là-dessus. J'ai écrit qu'après cette période étrange de pandémie et de confinement, je n'en revenais pas que la première indignation mondiale gigantesque
a été pour dénoncer le racisme. Un homme noir tué comme une bête dans la rue par un détenteur de la force de l'ordre. Un fait divers tragique et banal qui cette fois nous mobilisait tous. Cette révolte face à l'une des plus grandes et plus anciennes abjections me remplissait de l'espoir fou que nous avions survécu pour enfin habiter le monde meilleur que nous n'osions pu espérer. Dans cet article, j'ai cité Baldwin de Fire Next Time pour dire que nous avions tous enfin pris conscience que si les George Floyd de ce monde ne pouvaient plus respirer, allusion à ses dernières paroles, I can't breathe, alors aucun de nous ne le pourrait. L'analogie avec le Covid était un peu facile, je ne m'en suis pas privée. J'étais plutôt contente de mon papier et je l'ai fait lire à mes fils. Mais quand mon aîné, qui avait 16 ans alors, m'a dit que ses copains et lui comptaient assister à la marche du 2 juin 2020, je me suis pétrifiée d'effroi. Je le lui ai formellement interdit et ça a donné lieu à une discussion houleuse, pénible pour nous deux. Mon fils n'a pas compris et m'a fait savoir avec la cruauté qui est le privilège de son âge à quel point il était hypocrite d'écrire de beaux textes et de trembler au moment de s'engager pour de vrai. L'expression « vendredi rêve » prenait tout son sens. Je ne l'ai pas fait parce qu'il ne servait à rien de jeter de l'huile sur le feu, mais à moi je me suis adressée à mon fils. « Mais qui crois-tu être ? Toi, grand et beau jeune homme noir, tu ne vois pas que c'est précisément des hommes qui te ressemblent qui sont tués. Tu n'as pas vu qui les a tués? Au nom de quoi t'épargneront-ils? De Fire Next Time, d'accord, mais pas dans ma maison, pas sur mes fils. J'ai répété plusieurs fois, je n'arrive pas à croire que tu ne comprennes pas. À quoi il a fini par me répondre, si, j'ai très bien compris, et c'est exactement aussi nul que ça en a l'air. Mais ça, c'était juste une partie de ce qu'il y avait à comprendre. L'autre était beaucoup trop sombre pour être exposé. Qu'est-ce que je deviendrais moi s'il lui arrivait malheur? Qu'est-ce que cela ferait de moi? Car si quelqu'un crevait un œil à mon fils, je ne me contenterais pas de lui crever un œil en retour. J'irais chez lui, armé jusqu'aux dents, je tuerais tous ses enfants et pas seulement l'aîné de ses fils. J'égorgerais sa femme, je brûlerais sa maison et ses champs, je lui briserais les deux genoux, je lui crèverais les yeux. Et je le laisserai en vie pour qu'il se souvienne de ce qu'il en coûte de s'en prendre aux miens. Si j'en avais le pouvoir, si la communauté me laissait faire, ma vengeance serait terrible, disproportionnée, et bien sûr je l'appellerais légitime défense, et bien sûr je l'appellerais justice. En ce moment, je me passionne pour le libertarisme. Je voudrais que la liberté individuelle soit un absolu indispensable, que mon corps n'appartienne qu'à moi, que l'État, les religieux et tous ces pouvoirs intrusifs aient le moins d'impact possible sur ce qui relève de ma liberté. Il se trouve que les adeptes du libertarisme que j'ai rencontrés jusqu'ici étaient des hommes blancs, éduqués, plutôt aisés, ou ceux qui pouvaient se prévaloir d'un héritage économique, social, culturel, comme matelas pour le cas où la liberté absolue tournerait mal. Je parle de libertarisme. Je pourrais aussi parler d'anarchisme ou de nihilisme. Tous ces courants qui me séduiraient si moi aussi j'avais une île où me réfugier le grand soir, lorsque tout serait détruit. Si en tant que femme, en tant que noire, je n'avais pas cette conscience aiguë et permanente de ma vulnérabilité. Conscience aussi que mon désir farouche de justice est le seul moyen que j'ai trouvé pour maîtriser ma soif de vengeance. La solitude est dangereuse pour moi. J'ai besoin de ma communauté pour résister à la sauvagerie. Il y a trop de guerriers, de pouvoir décider à porter leurs armes jusque dans notre intimité. Pas assez de diplomates, de négociateurs, de traducteurs et de médiateurs. J'ai besoin d'un cessez-le-feu. Un monde dans lequel, si quelqu'un débarque en pleine nuit dans ta maison, égorge ta femme et tes fils, brûle tes champs, ta demeure, brise tes genoux, tu ne pourras pas, malgré le désir que tu en as, toucher le moindre cheveu de sa tête.
quelles que soient les horreurs qui t'ont été infligées, nos lois et nos règles humaines imparfaites sont là pour punir, réparer, préserver l'espace que nous avons en partage, restaurer la confiance sans laquelle aucune communauté ne peut vivre. En cela, la démarche récente de l'Afrique du Sud au tribunal pénal international m'apaise. Cette terre ô combien légitime à restaurer notre humanité en rappelant à tous les promesses de la civilisation. Mon fils me signifie que la peur transforme nos rêves en cauchemars. Elle nous vient des barbaries que nous avons rendues acceptables, de celles que nous avons justifiées, de celles que nous avons commises. Il n'a pas acheté mon rêve précautionneux, mais celui de Mandela et Desmond Tutu, celui de Martin Luther King, celui de l'Ubuntu Bantu. Je suis parce que tu es, de ta sauvegarde dépend la mienne. Si George Floyd ne peut pas respirer, aucun de nous ne peut. La longue chaîne de nos vulnérabilités additionnées, nos mains enlacées faisant barrière à la sauvagerie, protégeant la civilisation, nos rêves démultipliés, amplifiés, désaltérant les cœurs asséchés. Un de mes amis sénégalais m'a un jour traduit un proverbe wolof. Si tu tapes sur un tambour avec une hache, que le son soit merveilleux ou terrible, tu ne l'entendras qu'une fois. Je ne suis ni assez désespérée ni assez assurée pour penser que ce son unique vaille la peine d'être entendu. Les tambours sont nécessaires pour exprimer la pulsation de nos cœurs. Pourtant, la peau et le bois qui les constituent en font des instruments délicats et fragiles. Je sais que nos rêves exigent que personne jamais ne tape sur un tambour avec une hache, qu'il consiste à protéger, à chérir la promesse de respect, de justice et d'en commun sans laquelle aucune liberté n'est pérenne. Je sais que de la sauvegarde des vulnérables dépend notre salut à tous et que la peur est mauvaise conseillère. Je sais tout cela et malgré tout reste la question de l'indicible, de l'intraduisible et de l'inaudible. Merci. Merci Emily. Ce qu'on constate, c'est que toutes les deux, il y a quand même un point commun, c'est la respiration. Parce que l'exemple, d'ailleurs, c'est frappant, je pense que tout le monde l'a remarqué. George Floyd, il me semble, est au cœur de vos propos, au cœur de vos pensées. Et ce que j'aimerais justement poser comme question, parce que Emily, tu nous as parlé de ton rêve, le rêve d'un monde meilleur, un monde fait justement de liberté, de fraternité, etc. Mais j'aimerais poser la question suivante, et je la pose à toutes les deux. Comment habiter ce monde aujourd'hui? Comment l'habiter? C'est-à-dire, quels sont justement les moyens que nous pouvons nous donner pour pouvoir habiter ce monde qui étouffe, ce monde qu'on étouffe, ce monde justement qui doit être le plus fraternel possible pour qu'il soit vivable. Je pose la question d'abord à Marielle. Merci infiniment, Emily, parce que vous avez fait un pas de plus qui change tout. Voilà, il y a ce rêve, mais il y a tout, l'intraduisible et l'inaudible et la terreur. Et puis merci aussi d'avoir dit que la démarche de l'Afrique du Sud apaisait quelque chose. En ce moment. Alors comment habiter ce monde? On est obligé de rapetisser la question pour se sentir autorisé à parler ou à dire quelque chose, tant la question est considérable. Mais dans mon cas, l'une des convictions que cette réflexion m'a permis de bâtir et que je n'avais pas du tout d'emblée,
c'est qu'on ne respire jamais seul. On ne respire jamais tout seul, on ne respire jamais de soi-même. Que c'est très prosaïque, enfin, l'air qui est notre ressource, nous le devons à l'expiration d'autres vivants, d'autres choses vivantes. Les végétaux, les arbres, les herbes, les algues. Et c'est de leur expiration que nous devons notre inspiration. Et disons, ça a été aussi pour moi très, très fort de mener une enquête qui n'a cessé de me prouver l'inégalité foncière des corps et des communautés devant l'irrespirable. Certes, l'air, c'est quelque chose que l'on partage, c'est le partage même, la respiration, c'est le partage. Et pourtant, on ne respire pas toutes et tous le même air de loin, selon le métier qu'on exerce, selon le lieu exact où l'on habite, selon la couleur de sa peau, puisque le premier critère d'exposition aux polluants, c'est la couleur de la peau. On ne respire pas tous le même air. Et donc, je crois qu'on pourra s'en sortir que en se convainquant que aucune vie ne peut se passer de la santé des autres vies et que voilà, il n'y a pas d'imperméabilisation possible. On ne peut se créer ni bulle de protection, ni d'un point de vue environnemental, ni d'un point de vue social, ni d'un point de vue politique. Il n'y a de vivable dans ce monde abîmé qu'à plusieurs. Il y a de luttes possibles qu'à plusieurs. Et c'était frappant, disons, de l'éprouver à ce point, même pour un geste ou une chose aussi apparemment intime et personnelle que la respiration. Voilà. C'est pas une affaire du corps, c'est pas un rendez-vous du corps avec son petit environnement immédiat, c'est déjà une participation, une compromission même, avec un monde beaucoup plus vaste. Mais donc pour moi, la réponse elle est modeste, mais elle est convaincue à plusieurs, à plusieurs. Mais je suis très impressionnée par ce que vous avez dit et par le courage que vous avez eu aussi de partir de cette mise en cause par votre enfant. Et parce que je pense qu'à tous, le désir de penser nous est venu ces derniers temps par une seule grande question qui serait: comment vont les enfants? Comment vont les enfants? Et pendant les confinements, peut-être qu'une des missions domestiques les plus évidentes, c'était le besoin de détoxiquer un peu l'idée du monde pour les enfants parfois petits avec lesquels on était enfermés et qui avaient à maintenir en eux quelque chose d'un amour de la vie et d'un amour du dehors, alors que peut-être la déception devant le monde auquel ils ont affaire, elle peut venir vite. Merci énormément pour votre texte. Merci, Emily. On a bien retenu que finalement, on ne respire jamais seul, mais toujours à plusieurs, et que ce qui nous importe aussi le plus, c'est la santé à tout point de vue des enfants. J'écoute Marielle et je me dis, oui quand même, on se rejoint pas mal. Et sur ce qui est essentiel, cet endroit, ce monde que nous avons en partage, en fait, comment l'habiter, c'est presque trop tard. Comme disent les Ivoiriens, on est déjà né. Je veux dire, on va être là, quoi. Et la question, c'est comment on va faire maintenant? Est-ce qu'on va faire quoi?
et aussi la conscience que nous avons peut-être que tout est fragile. Je ne sais pas ce que c'était que le monde après-guerre, ou j'ai une petite idée de ce que c'était que le Cameroun d'après les indépendances, qui était difficile, mais il y avait quand même cet espoir de quelque chose de beau arriver, quelque chose de magnifique est en train de se construire. L'avenir serait meilleur, quoi qu'il en soit. Et aujourd'hui, on atteint un peu la limite de cet avenir meilleur. Nous savons, parce que tout le monde nous le dit, et qu'on le voit et qu'on le ressent de façon extrêmement puissante, que nous arrivons à la fin de quelque chose, quoi qu'il en soit. Est-ce que la fin de ce quelque chose signifie la fin de nos vies? Est-ce que ça signifie la fin du monde tel qu'on le connaît? Est-ce que ce chaos qui nous entoure va accoucher d'autre chose? Parfois, je me dis, il faut se préparer et attendre. Ça va s'apaiser. Et quand ça va s'apaiser, on sera prêt. Parfois, je me dis ça. Parce que le chaos est tel, la nuit est telle, et la remise en question, les remises en question sont tellement fondamentales et profondes que d'une certaine façon, un temps plus clair reviendra. Peut-être que à ce moment-là, on sera prêt. Je ne sais pas. Il se pose alors la question de comment vont les enfants. Pendant qu'on attend, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas un autre monde, il n'y a pas une autre peau, on n'habitera rien d'autre, tout est pris. Donc, il nous faudra bien faire avec ce que nous sommes et ce que nous avons et l'époque dans laquelle nous vivons. Je ne sais pas comment. J'interroge, mais à vrai dire, je ne sais pas. Oui, merci. Et moi, j'ai envie justement de poser la question évidente. Est-ce qu'on doit attendre ? C'est ça la question. On sait bien, nous sommes déjà dans ce monde complètement foutu. Est-ce qu'il n'y a plus rien à faire? Est-ce qu'on doit, rester les bras croisés? J'imagine bien que non, puisque les rêves sont là, puisqu'on va lutter pour une meilleure respiration, puisqu'on va vivre ensemble, puisqu'on va appeler de tous nos voeux la fraternité. Finalement, est-ce qu'on attend? On n'attend pas les bras croisés. Oui? Oui? Je ne sais pas, il ne s'agit pas d'attendre les bras croisés. Je pense que l'attente est mal évaluée, en fait. Et que attendre, c'est de l'espoir, en fait. Attendre, c'est aussi espérer que quelque chose d'autre va arriver. Et je ne sais pas du tout s'il faut attendre. Hein. C'est vraiment quelque chose que nous sommes dans l'époque des guerriers et des combattants et des belliqueux. Attendre, c'est aussi se préparer. Préparer ce qui va forcément arriver, parce que quelque chose va arriver. Mais je ne sais pas, vraiment... peut-être qu'on a trop le nez sur le guidon, et c'est pour ça que je lis toujours avec une immense attention les sciences sociales, tout ce qui est philosophie, psychologie, sociologie, toutes ces choses qui décryptent le monde avec une finesse que je n'ai pas, et qui vient nourrir moi ce que j'écris et me faire réfléchir à chaque fois dans le quotidien et dans l'immédiateté, parce qu'il n'y a rien de plus concret et réel qu'un roman, même si ça peut sembler contradictoire de dire ça. Donc oui, je réfléchis, je regarde et je me dis oui, quand même on est déjà là, il va falloir faire, mais il me semble quand même qu'il faut se préparer. Il faut déjà dès maintenant préparer l'après-chaos. Voilà. Oui, merci. Je dirais que tes personnages, peut-être que toi-même, tu ne sais pas ce que tu écris. tes personnages, justement, ont des mots, des phrases, des attitudes qui nous montrent bien que, justement, ils ne restent jamais comme ça. C'est comme s'ils prévoyaient toujours ce qu'il fallait faire, là où il fallait vivre, avec l'eau, avec le fleuve, avec l'océan. Et justement, je pense que tes personnages, en tout cas pour ce que j'ai lu, refusent cette
modernisation tout à fait aveugle qui vient détruire tout ce qu'il y avait comme culture, tout ce qu'il y avait comme harmonie dans un lieu dans lequel les uns et les autres vivaient en paix, ils avaient des points de repère, et finalement, quand ces points de repère-là sont battus en brèche parce qu'ils ne sont plus là, ces personnages essaient de faire quelque chose. Il y en a un qui part même, justement, il part en France. Est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il a le choix? Il n'a pas le choix. Et quand il arrive là-bas, qu'est-ce qui se passe? On le prend même pour un clodo. Mais il va résister. Il va résister. Je pense que c'est aussi ce que Marielle nous dit dans ses essais. Quand on respire avec tout le monde, finalement, on résiste à ce qui est en train de couler autour de nous. Et on essaie de faire quelque chose ensemble. N'est-ce pas? Oui, moi, l'inquiétude ou la difficulté que je me pose, c'est peut-être celle du changement d'échelle. Parce qu'en fait, des choses fantastiques et courageuses et inventives et espérantes et soignantes, il s'en accomplit énormément. Mais je me demande un peu naïvement peut-être comment faire passer tous ces actes souvent locaux, souvent à petite dimension, comment les faire devenir majoritaires, comment faire que ces poches d'inventions pleines de bravoure et pleines de scrupules aussi, d'autres façons de vivre, d'autres façons de cultiver, par exemple, comment faire en sorte qu'elles ne soient pas justement seulement des enclaves. Il y a, pour donner un exemple, un peu partout sur le territoire de la métropole, il y a ce qu'on appelle des jardins de cocagne. Alors ce sont des associations qui associent, qui articulent l'accueil, le soin et la dynamique de retour vers une vie ordinaire ou sociabilisée pour des gens qui ont été dans des situations d'immense précarité suite à toutes sortes d'accidents de la vie. Donc qui articule cet élan-là pour aider quelqu'un à reprendre un chemin d'existence qui est sa souveraineté, et un travail agricole, un travail de permaculture inscrit dans la vie économique des régions. Et ce qui est frappant, c'est que dans ce type de structure, c'est en partant des vulnérabilités qu'en fait on devient plus malin, on invente des techniques, des outils, des façons de bien s'y prendre, précisément parce que, par exemple, on a affaire à des gens qui, pour travailler la terre, peuvent avoir un corps très abîmé, très vulnérable, parce qu'ils ont traversé des épreuves considérables dans l'existence. Et ça m'a frappé, cette intelligence collective qui vient du fait de partir précisément des plus fragiles. Et mon inquiétude, c'est de comprendre comment toutes ces choses vraiment formidables qui adviennent dans plein de points du territoire, comment on dans une pensée archipélique, il faudrait précisément les relier, faire en sorte qu'elles soient connues, qu'elles soient désirables, qu'elles soient... Et je me dis comment on fait passer de ces échelles très locales, mais extrêmement bien pensées et bienfaisantes, à une majorité, en fait. Voilà, c'est une interrogation. Parce que des choses, il s'en fait énormément. Des belles choses, il s'en fait énormément. Ça doit commencer quelque part dans la diversité, un peu partout. Et comment relier tout cela? Je pense que nous avons épuisé notre temps de parole
Est-ce que chacune a un dernier mot à dire? Je ne sais pas, 1 minute chacune. Je voudrais revenir sur ce que Marielle vient juste dire pour conclure, sur ce que les uns et les autres inventent à leur échelle, à toutes les échelles, pour rendre leur vie respirable. Et que le désir de la vie est aussi inscrit dans cette quotidienneté, dans cette façon que les uns et les autres ont de construire étape par étape et jour après jour ce qui leur convient, l'espace dans lequel ils arrivent à respirer, l'espace sain dans lequel ils arrivent à respirer. Et je ne sais pas ce qui compte de la duplication, je vais y arriver, de ces espaces ou de l'enseignement que nous pouvons tirer les uns les autres de ce que font les plus vulnérables, en fait. Les plus vulnérables en termes de personnes, en termes d'être, on parlait des enfants, en termes de société, et les plus vulnérables, sachant que à l'échelle individuelle, nous tous seuls, chaque homme fait partie des plus vulnérables. Okay. Merci. Marielle? Oh, merci beaucoup. Oui, un dernier mot pour la conclusion. Oui, je crois avoir entendu Isabelle Stengers récemment dire les histoires dont on a besoin, ce seraient des histoires techniques, des histoires où l'on documente la façon dont une telle se débrouille avec la vie, en fait. Comment on y arrive pour rassembler justement ces pistes. Et ça m'avait frappé cette façon de dire on a sans doute des choses, des tricks à partager autour du métier de vivre. Et ça revient un peu à cette affaire d'échelle. Mais un grand merci à vous deux. Et, merci à vous deux d'insuffler de la vie à la vie par toutes sortes de moyens et de techniques aussi. À petite échelle. Merci à tout le monde d'avoir suivi, j'espère bien avec plaisir et grand intérêt, cette conversation. Merci.